Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et bienvenue sur mon petit bilan 2024. Alors, bilan très rapide 2024, on va juste parler de quelques livres qui vaut la peine d'être mentionnés ici. Alors, niveau stats, on va commencer par ça, niveau stats. Petite déception là, non pas par rapport au nombre de livres lus, mais en fait, je suis arrivé à fin décembre avec 70 livres lus sur Goodreads et donc je me suis arrangé pour finir à 72 livres lus sur mon année. Et 72 c'était vraiment un très beau chiffre vu qu'il est divisible par 12, etc. Donc j'étais très content d'être à 72. Sauf que le problème c'est que en faisant le compte dans mon petit calepin où je prends mes notes, dans mon calepin je suis à 73 livres lus. Et mon calepin, je suis sûr que mon calepin est juste par rapport à Goodreads. Donc voilà, petite déception puisque je m'étais 72, c'était un très beau chiffre et finalement je suis à 73. Ça va. Mais très content par rapport à la quantité lue. Plus content d'ailleurs pour la quantité par rapport à la qualité, mais ça on va y revenir. Donc 73 livres lus, je m'étais fixé comme objectif 52 livres. Donc ici c'est 73 livres avec un audiobook et des graphiques comptés dedans. Donc si vraiment on fait par catégorie, j'ai 59 livres, vraiment livres littéraires, un audiobook et 13 graphiques, donc 13 comic books ou mangas, ça va, qui font un total de 73. Donc ici, il m'était fixé un objectif de 52 livres sur l'année. J'ai exposé ça, je suis très content. Et je ne pense pas que ça le fera de la même façon cette année-ci, parce que cette année-ci, j'avoue que dans ce que je pense lire, il y a quand même beaucoup de gros livres. Et pour ceux qui ont vu déjà mon hebdomadaire de la semaine, vous savez que j'ai déjà commencé par ça, un beau petit livre de 740 pages. Et il y en aura d'autres pendant l'année, il y aura normalement beaucoup de gros livres cette année-ci. Donc je ne pense pas que je vais pouvoir répliquer ça cette année-ci, mais j'espère que la qualité sera meilleure, parce que c'est vrai que cette année, j'ai passé un peu en revue les livres que j'ai lus. Il y en a très peu qui m'ont réellement sauté aux yeux comme étant réellement excellents. C'est vrai, donc ici j'en ai quand même sorti 7. J'en ai sorti 7 dont on va parler ici. Alors le premier, c'est un livre que je n'aurais pas dû aimer, mais que j'ai aimé quand même. Et ça, c'est Priest of Bones par Peter McLean. On est ici dans du grim dark. En gros, c'est une bande de soldats qui reviennent d'après la guerre dans leur ville. Et il se trouve que le chef de ce petit groupe de soldats était, avant de partir à la guerre, il était chef de gang dans cette ville. Et donc ils reviennent dans leur ville et évidemment un autre gang s'est installé à la place d'eux. Et donc ici on suit un peu cette compagnie de soldats qui vont rétablir un gang dans cette ville. Donc ici on est vraiment sur un gang mais façon fantasy, façon grim dark. Alors quand je dis que je n'aurais pas dû l'aimer, c'est parce que le style de l'auteur est un style qui en général je n'aime pas. Et globalement, je n'aime pas son style, mais je sais passer outre parce que le reste est excellent. Donc le style d'auteur, c'est vraiment une prose qui est fort utilitaire. Ça va. Peu de description physique, peu de description émotionnelle, peu de description psychologique. Souvent, quand on a une séquence d'introspection pour un personnage, on est plus là pour justifier ses choix, etc. Ça va. Et donc c'est quelque chose, comme je dis, je préfère des proses plus complexes, plus détaillées, un petit peu plus fleuries aussi, c'est typiquement ce genre de prose que je préfère. Et donc ici au point de vue de la prose, quand j'ai commencé à lire, j'ai quand même eu un petit pressentiment que j'allais pas aimer, mais au final l'histoire tient la route, les personnages surtout tiennent la route. On a vraiment des personnages gris, c'est vraiment ici je pense que c'est Piety. J'ai oublié son prénom, mais Piety, le nom du héros principal, du protagoniste principal, je ne devrais pas dire héros. Protagoniste principal, et qui est vraiment le héros gris par excellence, l'anti-héros par excellence. Suivant comment on le prend, il fait des mauvaises choses pour des bonnes raisons, et parfois il fait des mauvaises choses, mais pour les bonnes raisons. Et donc c'est ça qui est agréable, c'est un personnage qui a du sens. Ça va. Et dans l'ensemble, j'ai quand même fort apprécié le livre. C'est un tome 1 dans une série de 4 livres. Je pense qu'il y a un stand-alone qui va sortir cette année-ci aussi dans le même univers. Ça va. Et donc ici, c'est clairement une série que je compte continuer. Je n'ai juste pas encore eu l'occasion vraiment de le lire. Mais donc ça, c'est un de mes 7 livres. Donc sur ces 73 livres, c'est un des 7 vraiment qui est ressorti. Alors ensuite,
Meilleur recueil de nouvelles, parce que j'ai lu quelques recueils de nouvelles ici, et j'ai choisi We'll Always Have Paris de Ray Bradbury. Ray Bradbury, son style, sa prose, c'est toujours excellent, il a un vrai talent pour ça. Et j'avoue que dans les nouvelles ici, même ici des mois plus tard, j'ai quand même lu l'une ou l'autre nouvelle dont je me souviens quand même assez bien, tellement qu'elles m'ont marqué. Et donc ça, c'est pas toujours le cas, j'ai lu d'autres recueils de nouvelles. Et clairement, il y a des fois où je ne saurais plus vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Tandis qu'ici, il y a quand même plusieurs nouvelles qui ressortent, dont We Always Have Paris, qui est quand même assez, assez avant-gardiste, j'ai envie de dire, pour l'époque. On va dire ça comme ça. Mais c'est pas un préféré. Ma préférée, c'était avec une femme qui sort d'une radio, mais j'ai oublié le titre de la nouvelle. Mais il y a plusieurs nouvelles encore que maintenant, rien que d'y penser, des mois plus tard, je saurai en discuter. Alors ensuite, un peu dans le même thème, la meilleure histoire courte, donc c'est-à-dire pas nécessairement une nouvelle, mais plutôt type qu'on dit maintenant, on dit un type novella, donc souvent une centaine de pages, etc. Et là, j'ai choisi The Door in the Wall de H.G. Wells. Et c'est une novella, c'est un texte court que j'ai lu la première fois quand j'étais ado, qui m'a laissé un très bon souvenir. Et ici, donc je l'ai relu ici 20 ans plus tard, ou même 25 ans plus tard, et il y a beaucoup de thèmes qui m'étaient passés par-dessus la tête quand je l'ai eu quand j'étais jeune adolescent. J'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de spoiler les choses, parce que ça va aussi dépendre beaucoup de votre interprétation à vous, ça, par rapport à la porte dans le mur. Mais ici, j'ai repéré quand même ici, en lisant maintenant, beaucoup d'indices par rapport à ce que vous voulez nous faire comprendre H.G. Wells. C'est clairement un livre où rien ne va être dit explicitement, c'est beaucoup de choses qui sont dites implicitement, c'est beaucoup de choses à interpréter par vous-même, ça va. Et les thèmes vont réellement dépendre de comment vous allez interpréter ces nouvelles-là. Mais c'est une nouvelle qui m'a laissé un très bon souvenir quand j'étais jeune. Ici, un bon souvenir, mais surtout dans le sens que c'est un texte de grande qualité, plutôt dans ce sens-là. Alors ensuite, une très bonne surprise, ou un auteur en tout cas que j'ai découvert en 2024 et que j'ai absolument apprécié, Gene Wolfe avec The Fifth Head of Cerebrus. C'est le seul livre de Gene Wolfe que j'ai lu pour l'instant. Je compte en lire d'autres en 2025, mais tant que maintenant mon opinion est uniquement sur ce livre-là, et ce livre-là, là aussi je l'ai extrêmement bien aimé. Ça est un livre où on a trois histoires dedans, trois histoires qui ne sont pas nécessairement connectées, même si il y a une question qui est posée. Il y a une question qui est posée dans la première histoire, et à travers les deux, déjà la première histoire, on tente d'avoir une réponse, et puis dans les deux histoires suivantes, c'est ce même thème qui revient, cette question qui est posée, et au final, c'est au lecteur d'interpréter les choses d'une façon ou de l'autre, pour répondre à la question. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment trois histoires qui sont écrites de manière différente. Le style narratif est différent dans chacune, et on a différents thèmes qui sont explorés. Donc ici, on a au point de vue technologie, c'est de la science-fiction, mais en même temps, au niveau social, on régresse parfois dans des domaines qui sont plus proches de la fantaisie, comme par exemple l'esclavage, qui, de mémoire, est dedans. Donc c'est un très bon mix, et c'est un livre, je ne connaissais pas Gene Wolfe réellement avant ça. Enfin, j'avais entendu parler, mais j'avais rien lu de lui. J'ai pris ça parce que le livre était en promotion, qu'il n'était pas trop cher, et ça m'a agréablement surpris. Donc c'est la bonne surprise de 2024. Alors ensuite, on va passer par les meilleurs livres dans telle catégorie. Ça, j'en ai 3. Voilà. Et on va parler du meilleur livre classique que j'ai lu en 2024. Et par classique, je vais prendre une définition assez large. Donc je ne vais pas nécessairement dire un livre du 19e, etc., mais je vais vraiment, ou même du 20e, mais je vais vraiment monter jusqu'à vraiment la moitié du 20e siècle, donc même les années 1950 et même plus tard. Je vais vraiment prendre tous les livres qu'on considère maintenant classiques, même si certains sont quand même de la fin du 20e. Et de tous ceux-là, même s'il y en a beaucoup qui m'ont laissé un bon souvenir, de tout cela, c'est quand même The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde qui m'a laissé le meilleur souvenir. Ça va. Alors oui,
C'était une relecture pour moi. Je l'avais aussi lu quand j'étais jeune en français, je l'ai relu en anglais ici. J'avais une très belle édition avec différentes préfaces et certaines analyses du texte. Et globalement, j'ai très bien aimé le truc. Après, oui, clairement, on est dans un roman du 19e. Ça va, donc ça se fait ressentir au niveau du thème, ça se fait ressentir au niveau de la prose, etc. Ça va, donc il faut être un peu indulgent, j'ai envie de dire, avec ce qui est proposé là. C'est pas quelque chose c'est pas un livre moderne à ce niveau-là. Et aussi au niveau du style narratif, c'est aussi un style narratif qui est assez propre à l'époque, où on ne va pas nécessairement suivre Dr. Jekyll, on va plutôt suivre un de ses amis. Et donc, même s'il c'est Dr. Jekyll, Mr. Hyde qui est au centre de l'histoire, ce n'est pas lui, ce n'est pas son point de vue à lui qu'on va suivre, mais plutôt celui de quelqu'un d'autre, qui regarde un peu de l'extérieur, j'ai envie de dire. Mais c'est ça qui ajoute la part de mystère au texte, la part d'intrigue au texte, puisqu'évidemment ici, même si maintenant, point de vue moderne, on connaît le principe, faut bien se rendre compte que quand le livre a été écrit, les gens ne connaissaient pas, donc ils avaient différentes théories par rapport à ça qui finalement est résolu à la fin du livre. Donc clairement là aussi c'est de tout ce que j'ai lu, c'est celui qui m'a laissé le plus bon souvenir. Alors ensuite les deux dernières catégories, ça va être les meilleurs livres en science-fiction et en fantasy, puisque je lis essentiellement de la science-fiction et de la fantasy. Et donc ici on va parler donc du meilleur livre de science-fiction de 2024 que j'ai lu. Et là je n'ai pas su les départager, j'en ai deux. Dune, que j'ai lu tout au début de l'année, au mois de janvier, de Frank Herbert, et un livre qui est assez similaire puisqu'il est inspiré de Dune, c'est de l'aveu même de l'auteur, c'est Empire of Silence de Christopher Ryoko. Et j'ai apprécié les deux, mais j'ai pas su les départager parce que les deux ont certaines faiblesses. Et du coup j'avoue qu'en choisir un des deux j'ai pas su, et c'est pour ça que j'évite en général de faire des rankings top 10 machin bazar, parce que souvent départager deux livres ou les classer réellement, il y a tellement de choses à prendre en compte que c'est parfois très difficile. C'est un peu le cas ici. Dune, c'est un classique, mais son principal problème pour moi c'était vraiment la deuxième partie. La deuxième partie est quand même beaucoup plus lente par rapport à la première, et surtout en même temps la fin est quand même assez abrupte, j'ai trouvé, où finalement on nous dit ce qui se passe plutôt que de réellement nous le montrer. Enfin je sais bien que la fin j'étais un peu, mais ce sera la deuxième partie. Empire of Silence, j'ai eu le problème inverse. Je veux dire, j'ai pas envie de dire un prologue, mais le début du livre ça va, et puis on s'égare un petit peu, et ça va. Donc du coup la première moitié du livre c'est pas si bien que ça. C'est beaucoup de world building, beaucoup de setup aussi, mais dans la deuxième partie du livre, c'est là que ça prend tout son sens. C'est vraiment là qu'on va avoir différentes intrigues qui vont réellement démarrer, et c'est vraiment les différents niveaux d'intrigue dans Empire of Silence vraiment qui m'a vraiment que j'ai réellement apprécié dans le livre, qui malheureusement dans les deux suivants où j'ai moins retrouvé cette sensation là, et c'est pour ça que les suivants dans la série m'ont moins plu. Mais bref, donc Dune, Frank Herbert, et Empire of Silence de Christopher Ryoko, c'est vraiment mes deux livres favoris de science-fiction que j'ai lu en 2024. Et donc dans le même ordre d'idée, meilleur livre de fantasy lu en 2024, et ça j'en ai deux. Et c'est tous les deux des tomes 2 dans une série. C'est Before They Are Hanged de Joe Abercrombie, donc le deuxième tome dans la trilogie First Law, la première loi, et The Great Hunt de Robert Jordan, qui est le deuxième tome dans La Roue du Temps, que j'ai fini il n'y a pas si longtemps. Alors, Before They Are Hanged de Joe Abercrombie, pour moi c'est le meilleur des trois dans cette première trilogie, parce que c'est clairement là où on sait réellement où va l'histoire. On a clairement un objectif affiché pour les protagonistes, et donc du coup l'idée, le concept c'est vraiment est-ce qu'ils vont y arriver ou non, et on a cet enjeu qui est là qu'on n'a pas nécessairement, on comprend pas nécessairement les enjeux, en tout cas dans le premier tome on comprend pas nécessairement les enjeux qu'il y a, et dans le troisième on comprend les enjeux mais de manière un peu différente, tandis qu'ici on a vraiment, dans le deuxième on a un objectif affiché par rapport aux protagonistes, et donc est-ce qu'ils vont réussir ou pas, c'est ça la question, et c'est ça qui m'a motivé à lire. Joe Abercrombie, j'adore aussi sa prose, on en parlait tout à l'heure, très détaillé, ça va, il prend vraiment l'adage,
montrer, ne pas dire, mais montrer. Donc parfois on a des chapitres entiers qui est là pour nous exposer à du world building, etc. Parce qu'il veut vraiment faire ça de manière la plus organique possible. Donc très détaillé, très lent. Ça va. Et au point de vue d'histoire, c'est vraiment ce deuxième tome qui personnellement m'a mieux le plu. Et surtout au niveau personnage, je trouve que c'est là où on a la dynamique entre les différents personnages. C'est vraiment là, je trouve, où c'est aussi le plus fort dans la trilogie. The Great Hunt de Robert Jordan. Donc ça, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dans le livre. C'est peut-être ma faute, c'est peut-être la faute du livre. Faudrait que je relise un jour où je vois. Mais globalement, la première moitié du livre, je l'ai trouvé un peu bof, parce que l'intrigue a du mal à se lancer. Et puis finalement, la deuxième moitié, c'est là où vraiment ça se lance, ça devient hyper intéressant. Et surtout, le final du livre, c'est un des meilleurs finales, c'est le meilleur final d'un livre que j'ai lu en duel 4 en tout cas. Et c'est tout simplement excellent. Et la fin du livre, vraiment, le final du livre m'a beaucoup mieux plu que pour le premier tome. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis le tome 2 plutôt que le tome 1. Parce que dans le tome 1, la fin est aussi un peu abrupte, un peu... Voilà ce qui se passe. Tandis qu'ici, on a vraiment dans le tome 2, le final du livre, on sent bien que ça monte crescendo jusqu'à... Je vais pas en dire plus. Et donc c'était hyper agréable. Donc voilà, c'est juste ces livres-là. Donc j'avais dit 7 livres, j'aurais dû dire 7 catégories, puisqu'au final on a 9 livres, que j'ai pas mal de livres qui sont ex aequo. Mais comme je l'ai dit, c'est souvent difficile pour moi de vraiment départager des livres comme ça, parce que ils vont chacun avoir, il y a souvent un petit défaut dans le livre, vraiment, c'est vraiment au final juger à quel point ce défaut nous dérange, et c'est parfois assez difficile à juger à ce niveau-là. C'est pour ça que j'aime pas seulement faire des top 10, etc. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser des commentaires. Si vous avez des commentaires à faire par rapport à cette liste, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.